Adrien, je te présente Sabrina Krief, Ah non, c'est pas moi. qui, comme toi d'ailleurs, était vétérinaire et aujourd'hui a été un peu plus loin dans son travail. Elle est professeure au Muséum national d'histoire naturelle et elle étudie depuis plus de 20 ans les chimpanzés sauvages en Ouganda. Et puis Hélène Courtois qui cartographie l'univers. C'est un truc absolument génial. Voilà. Et je pense que c'est un travail de fourmi quand même. Et elle va nous en parler. Hélène Courtois qui a découvert un super amas de galaxies. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. C'était un continent extragalactique qui s'appelle l'Aniakea et qui a eu un impact dans le monde entier. Elle a été classée parmi les 50. Oui, ça y est, je les ai les écouteurs. C'était en 2017. Et puis, le maître Jedi, comme j'aime le dire, des astrophysiciens et des scientifiques, Monsieur Hubert Reeves. On est ravis de... Je vous entends très bien. Je vous vois très bien. Ah ben, génial. Est-ce que vous vous connaissez tous les trois, Sabrina, Hélène, enfin, vous connaissez physiquement, vous êtes déjà rencontrés? Je connaissais Hélène, oui. Oui, j'ai rencontré Hélène. Quant à Sabrina, non, je ne me souviens pas. Je vous ai rencontré déjà, non? Non, je ne crois pas qu'on soit jamais croisés. Non. Enfin, moi, je vous connais bien, évidemment, mais on n'a jamais eu l'occasion de se croiser pour de vrai. Oui, c'est vrai. Alors, écoutez, moi non plus, je ne connais pas encore Sabrina, mais j'ai vu, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos et je suis une grande fan. Enfin, j'ai qu'une envie, c'est de partir dans la forêt avec Sabrina. Voilà. En tout cas, je suis ravi de vous réunir tous les trois. L'un de vos points communs, c'est le Festival Atmosphère qui organise cette table ronde dont je suis le président d'honneur, puisque Hélène et Hubert, vous faites partie du conseil scientifique de ce festival qui se tient à Courbevoie, qui fête ses 10 ans cette année, au même titre que Jean Jouzel et Michel Spiro. Puis Sabrina est déjà venue plusieurs fois présenter son travail. Sabrina qui travaille sur un projet pour la conservation des grands singes en Ouganda avec son mari Jean-Michel Krief, avec pour objectif de protéger ces grands singes et leur écosystème, la forêt tropicale, des menaces, et on sait à quel point ces menaces sont importantes, des menaces qui pèsent sur ces espèces de grands singes. Cette table ronde s'appelle « Nous sommes la nature ». Alors déjà, avant de commencer à rentrer dans le détail de ce que vous faites chacun, je voulais faire un premier tour de mosaïque et vous demander ce que ça vous évoque quand je vous dis « Nous sommes la nature ». Je vais les appeler tous avant. Qui commence? Je vais leur redire. Alors, c'est à vous de désigner qui commence. Allez, le maître Jedi va commencer alors. Hubert, qu'est-ce que ça vous inspire quand je vous dis « Nous sommes la nature » ? Hubert, vous m'avez entendu? Oui. Je vous disais, qu'est-ce que ça vous inspire quand je vous dis, qu'est-ce que ça vous évoque quand alors, ça m'évoque quelque chose. Oui, mais j'entends d'autres voix. Oui, moi aussi, en fait, j'entends un peu d'autres voix derrière. On entend beaucoup de voix et c'est pas facile de parler, donc il faut qu'il se crée. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi aussi, je les entends. Alors, dis donc, décidément, la technique numérique n'est pas avec nous aujourd'hui. Est-ce que là, ça va mieux ou pas? Sans écouteurs, on n'entend pas d'autres voix. Il faut peut-être mieux enlever les écouteurs et mettre le enlevez son. vos écouteurs, Hubert, ça va être plus simple. Vous enlevez les écouteurs, voilà, et comme ça, vous allez pouvoir parler bien. Oui, on vous entend très bien. Voilà, faisons ça. Bien. Comme ça. Il faut Alors, ce que ça m'inspire, c'est qu'il y a comme un élargissement des visions du monde qui est relié aux événements. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on a une astronome, un physicien et une personne qui s'occupe de biologie, d'archéologie. Et on sent ce besoin, à cause justement des problèmes que nous rencontrons, d'avoir des sciences plus globales, qui touchent à tout, parce que finalement, tout est en tout et tous les aspects de nos sujets se relient à différents points. Donc, c'est ça, moi, qui me réjouit, c'est que ces problèmes que nous rencontrons, heureusement, nous permettent d'associer nos différents points de vue et d'avoir des visions plus globales de la nature, de l'univers, de la vie et tout cela. Voilà ce que ça m'inspire, disons. L'astronome Hélène Courtois, comme ça on part de très loin, on se rapproche,
On se Alors, rapprochera, on finira avec Sabrina. nous sommes un tout, ou nous sommes la nature, nous sommes l'univers, c'est ce que je pense profondément. Et je pense que, alors, le travail majestueux qu'a fait Hubert Reeves dans sa carrière pour expliquer que justement les atomes se créaient dans les étoiles, que nous sommes les fils et les filles des étoiles, c'est vraiment un message qu'on veut porter au grand public pour que aussi on arrête de scinder la nature et nous. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais été à Tahiti, mais mon fils et puis ma famille y sont allés. Et là-bas, apparemment, le mot nature n'existe pas puisqu'il n'y a pas de différenciation. Alors, avec toutes les précautions, je dis ça parce que c'est pas quelque chose que je sais de moi, mais il n'y a pas de différence entre l'homme et la nature. Et je pense que nous, astronomes, on en est persuadés, on l'observe tous les jours, on est des bouts de cosmos, on essaie de savoir où on est, d'où on vient, et puis où on va aussi, quel est notre avenir. Et la façon dont on vit l'univers tous les jours dans notre travail, eh ben, quand je mange une plante, pour moi, c'est un bout de soleil, en fait, parce que cette plante a mangé de la lumière soleil avec la chlorophylle fabriquer des molécules carbonées, que ma digestion, en fait, permet de retrouver cette énergie soleil qui me fait vivre. Donc, on a l'impression que pour les astronomes et les physiciens, l'univers est un peu transparent, l'univers dans lequel on vit, c'est-à-dire quand j'allume un interrupteur, je sais ce qui se passe, quand j'allume ma machine à café, je sais ce qui est en train de se passer. Et on a l'impression que quand on a cette vision-là, nous sommes à l'intérieur de l'univers, nous sommes des bouts d'univers, ben, on a envie de protéger tout l'univers autour de nous parce qu'on se rend compte que par contre on est à une certaine place ou un certain rôle un peu spécifique. Je peux pas demander à mon chat de protéger un arbre. Par contre, un humain, je peux lui demander de protéger cet arbre ou ce chimpanzé qui sont des objets et des formes de vie uniques à ce moment-là. Pas des objets, ce sont des formes de vie uniques aujourd'hui dans l'univers. Et d'ailleurs, je poserai peut-être des questions à Hubert Reeves tout à l'heure sur pourquoi maintenant, enfin pour expliquer un petit peu pourquoi dans le cosmos il y a cette biodiversité, pourquoi il y a cette biodiversité sur Terre maintenant, parce qu'on a peut-être des éléments de réponse qu'il faut expliquer à tout le monde. Tu peux poser les questions que tu veux, Hélène. Là, tu es chez toi. Là, il n'y a vraiment pas de problème. Moi, je suis là vraiment pour vous passer la parole à chacun et chacune d'entre vous. Sabrina, alors, ça y est, on a quitté le cosmos et on s'est rapproché. Maintenant, on est sur Terre, on est dans la forêt tropicale ougandaise. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette idée du fait que nous sommes la nature ? Eh bien, comme le disait Hélène tout de suite, en fait, cette distinction qu'on a eu tendance à faire entre l'homme et la nature, la culture et la nature, je pense qu'aujourd'hui, c'est passé et il faut se rendre compte justement que nous sommes la nature, nous sommes dans la nature, nous sommes un élément de cette nature, nous sommes un animal, l'espèce humaine fait partie des espèces animales. Alors, bien sûr, un animal un peu particulier, mais comme toute autre espèce animale. Et ce que la forêt tropicale et les grands singes m'ont appris et m'ont vraiment démontré, c'est que ce qu'on pensait vraiment être le propre de l'homme, à savoir la culture, les outils, la conscience, la politique, le langage et la communication, eh bien finalement c'était partagé par d'autres espèces animales. Alors certes, plus particulièrement avec les grands singes et les chimpanzés que je côtoie, mais aussi avec plein d'autres espèces animales, parce que la culture n'est pas non plus le propre des chimpanzés. Il y a même des invertébrés qui utilisent des outils ou qui ont des comportements culturels. Voilà, et chaque journée dans la forêt tropicale me fait toucher du doigt que nous faisons partie d'un tout, que même notre organisme, en fait, il y a un consortium de plein d'autres organismes, que ce soit donc le microbiome au niveau de notre intestin, ce qui se passe au niveau de la surface de notre peau. Voilà, nous-mêmes, nous sommes cette biodiversité dont on parlait tout à l'heure.
Tout à l'heure, on parlera de cette notion de culture, de société, de communication, de politique dans le monde animal, dont nous faisons partie en effet. Ce sera à 22 heures. On aura une table ronde sur société et communication animale avec François Sarano, avec Valérie Dufour et avec Odile Petit. On parlera de cachalots, de corbeaux, de chevaux et de primates. Ça va être une table ronde absolument passionnante également sur tous ces sujets. Revenons à ce que l'on disait. Dans le mot biodiversité, il y a le mot diversité. Cette diversité, elle est à l'essence même de la vie. On la retrouve dans le cosmos, dans l'univers. Hubert? Alors, on peut le dire autrement. Aujourd'hui, on assiste à une jonction entre l'astronomie et la biologie. C'est-à-dire, c'est une même histoire qui débute au début de l'univers. Maintenant, nous savons des choses sur l'histoire de l'univers, en particulier que l'univers, au début, est un magma incohérent apporté à des températures de milliards de degrés, que ce magma incohérent, pour des raisons qu'on ne connaît pas, a tendance à s'organiser, c'est-à-dire que l'univers des premiers temps, qui est totalement inorganisé, s'organise progressivement par étapes en faisant apparaître des structures que sont bien sûr les atomes, les molécules, les cellules vivantes et la vie. C'est un tout continu qui décrit l'évolution de l'univers dans cette tendance évidente. Je ne fais pas de philosophie, ni de métaphysique, ni de religion. Je ne veux pas aborder aucune de ces régions, de ces problèmes. C'est pas le moment. Mais on s'aperçoit que c'est un tout et que la vie, elle commence non pas il y a 3 milliards d'années sur la Terre, mais les éléments de structuration de la vie sont déjà présents dans cette tendance qu'a la matière cosmique à se structurer, d'abord à un niveau assez simple et puis progressivement jusqu'au niveau le plus avancé que nous connaissions de la vie, de la structuration, qui est, on peut le dire, l'élément le plus structuré que nous connaissions dans l'univers, c'est le cerveau humain. Il y a peut-être ailleurs autre chose, on ne sait pas, mais pour l'instant, on peut faire un lien dans cette histoire de structuration progressive et lire toutes ces différentes découvertes, ces sciences, comme étant l'histoire de la matière naît sans structure, naît sans organisation. Et au cours des années, au cours des milliards d'années, l'univers se structure. Aujourd'hui, est très riche en structure à toutes les dimensions, que ce soit des galaxies jusqu'au coronavirus, si on peut dire. Il y a de l'organisation et c'est un peu cette histoire globale que nous étudions aujourd'hui, avec un addenda, j'imagine, sur lequel on va revenir. C'est les problèmes qui se posent aujourd'hui justement à l'avenir de cette structuration. Mais ça, j'imagine qu'on en parlera un peu plus tard. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant. Ces problèmes que nous avons, cette crise, que ce soit du coronavirus ou de l'écologie, nous met devant les yeux le fait que l'univers, c'est un tout, c'est un ensemble, et que c'est à ce niveau qu'il faut réfléchir aujourd'hui. On ne peut plus se contenter de réfléchir à des problèmes locaux, qui sont certes intéressants, mais qui peuvent être pensés seulement dans une vision plus globale de ce phénomène. Nous vivons dans un univers qui est né sans structure et qui est maintenant extrêmement structuré. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous dit? On commence à apprendre des choses au niveau global de l'univers, pas simplement de petits mécanismes ici et là, mais d'un comportement dans lequel toutes ces choses sont des éléments de cette histoire. J'aime bien cette idée que nous étudions l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la matière qui s'organise. Hélène, qu'est-ce que ça t'inspire, ce que vient de dire? Peut-être que je suis sûr que tu as des questions que tu fourmis de questions. Non, mais je trouve que c'est parfait, comme toujours. Et en fait, on aime bien dire qu'on est des sortes de profs d'histoire géo. Alors, on est prof parce qu'on est professeur d'université, c'est-à-dire que on est chercheur avant tout. Et en fait, moi, par exemple, je cartographie l'univers. J'essaie de regarder où sont les galaxies de plus en plus loin. Et comme l'a dit super bien Hubert Reeves, c'est que
ce qu'on découvre, effectivement, c'est de la diversité, mais quand même, plus on cartographie, plus on voit loin, et plus nous, on a tendance à regarder tout ça sous un prisme de la similarité. On retrouve les mêmes choses de partout dans l'univers, donc par exemple les mêmes atomes, les mêmes briques de construction de la vie. Et surtout, donc ça c'est la partie un peu géographie, puis la partie histoire de l'histoire géo, c'est que on arrive à comprendre maintenant le déroulement de l'histoire de l'univers, et c'est un déroulement qui part de la simplicité vers la complexité. Et ça, on en a des preuves factuelles maintenant. Et par exemple, il y avait une des questions où j'aimerais beaucoup entendre Hubert Reeves s'exprimer sur ça, et peut-être d'ailleurs Sabrina aussi a des idées, c'est le fait qu'il faille un certain temps à l'univers pour voir émerger la vie et après la biodiversité, mais en tout cas, il faut des molécules qui soient assez complexes. On ne sait pas, aujourd'hui, on ne sait pas comment faire émerger la vie même à partir de sucre, d'électricité, d'eau, etc. N'empêche qu'on a l'impression qu'il faut des molécules déjà assez complexes pour arriver à ce bout de complexité qui est effectivement le cerveau humain, où pour l'instant on a l'impression qu'on est, et on a l'impression, en tout cas c'est ce qu'on sait aujourd'hui, peut-être qu'on découvrira autre chose, mais qu'on est un chaînon assez poussé de la complexité de l'univers qui devient de plus en plus complexe. Mais effectivement, il faut un certain temps. Donc aujourd'hui, c'est pas n'importe quand dans l'univers, et plus tard, ça sera pas n'importe quand non plus, parce que en fait, les éléments sont transformés. On peut imaginer ce qui peut arriver aux étoiles plus tard. Et il y a des chances pour que éventuellement la biodiversité en fait s'épuise toute seule en un temps peut-être un peu spécial. Pour notre planète à l'intérieur de notre galaxie, ce temps peut être un petit peu différent pour d'autres planètes aussi dans d'autres galaxies, mais très tôt dans l'univers, est-ce que la vie a pu apparaître, et dans longtemps dans l'univers, est-ce que la vie peut encore exister? Ça, j'aimerais bien que peut-être que Hubert Reeves nous en dise quelque chose. Hubert? Oui, ben c'est sûr, vous avez raison. Le temps joue un rôle particulier. Le temps de l'univers, c'est des milliards d'années. L'univers a 10 milliards d'années, 14 plus exactement, et l'univers ne devient habitable et connaissable qu'après quelques milliards d'années, parce que justement, tous ces phénomènes de construction mettent du temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait rien. Quel est le rôle du temps? Ça nous échappe, mais c'est sûr que ça ne se fait pas très rapidement. Il y a un proverbe chinois qui dit « c'est pas la peine de tirer sur les pétales d'une rose pour la faire éclose ». Eh bien, ça dit tout ça. Ça dit que le temps, la maturation est un phénomène qui est fondamental dans la structuration. Rien ne se fait très vite. Pourquoi? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que le temps? Je n'en sais rien. C'est une chose très mystérieuse, mais c'est certainement un élément fondamental de je dirais, de la cuisson, de la préparation de la structure. Ça se passe dans le temps. Et nous le savons à notre échelle, même nos vies mettent un certain temps. On n'est pas scientifique. C'est quelque chose de mystérieux. On commence justement à découvrir le fait qu'il y a des données qui sont universelles. C'est ce que dit Mme Courtois avec raison. Quand elle parle de ces courants de galaxies, c'est justement, on voit très bien comme le temps est important dans ce déplacement de ces galaxies qui ont des mouvements d'ensemble qui sont des mouvements qui prennent des milliards d'années. On découvre aujourd'hui, justement, parce que nous avons ces problèmes et ces capacités d'observation, des caractéristiques, des propriétés qui sont des propriétés globales de l'univers. Et ça, je trouve ça particulièrement excitant. Cette notion de temps et de la simplicité à la complexité, comme l'a très bien traduit Fanny Didou, notre facilitatrice graphique. Ça te parle, Sabrina, dans le travail que tu fais avec les espèces de grands singes, et puis même dans la forêt tropicale, la forêt primaire quand même, la notion de temps est extrêmement importante, que ce soit pour la faire émerger, la faire grandir, mais aussi la vitesse à laquelle on peut la détruire malheureusement.
Oui, et en fait, moi, c'est plutôt l'inverse que j'observe sur le terrain. C'est d'abord à quel point la diversité est importante initialement dans la forêt tropicale et à quel point le réseau entre tous les êtres vivants, tous les organismes, toutes ces relations, ces interconnexions sont indispensables. Juste pour prendre un exemple, les chimpanzés, par exemple, mangent 300 aliments différents. Leur régime alimentaire est extrêmement divers. Dans cette forêt tropicale, ils sont en interaction avec des centaines d'espèces végétales et d'espèces animales. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Et évidemment, on comprend que dès qu'on enlève un de ces maillons, il y a un déséquilibre. Mon travail initial, en fait, tu l'as dit, je suis vétérinaire, consistait à essayer de comprendre si les chimpanzés utilisaient les plantes de la forêt pour se soigner. Et en fait, je me suis rendu compte que effectivement, certaines plantes étaient utilisées pour s'alimenter, mais d'autres parties de plantes étaient potentiellement utiles aux chimpanzés pour soit protéger leur santé, soit améliorer leur santé. Et donc, ces 300 parties de plantes dont je parlais, elles n'ont pas toutes le même rôle. Et cette diversité, elle est connue et utilisée par les chimpanzés. Donc, on comprend à quel point, quand on détruit cette diversité pour arriver à des monocultures, quand on coupe la forêt pour la remplacer par des plantations d'huile de palmier à huile, de bananier, de maïs ou de théier, on ne peut plus avoir ces interconnexions et cette vie et cette diversité qu'on observe initialement dans les forêts tropicales. Après, ce que j'ai aussi découvert, c'est que malgré tout, il y avait une énorme résilience et c'est peut-être ça qui est formidable à cette destruction, c'est que si, malgré le rythme infernal qu'on est en train d'imposer à cette planète et malgré le taux d'extinction qui s'accélère, si on arrive à mettre un peu un frein, eh bien, la plupart des espèces sont relativement résilientes et en particulier ces forêts tropicales sont capables de se régénérer et de permettre à la vie de renaître. Donc ça, c'est peut-être le côté optimiste de l'histoire. Mais en tout cas, si on arrive à freiner un peu ce rythme d'extinction, puisque là, on estime qu'il y aurait 1 million d'espèces animales et végétales qui seraient amenées à disparaître dans les prochaines décennies selon les chiffres de l'IPBES, bah, si on arrive un peu à freiner ça, peut-être qu'il y a un espoir. Je vais m'amuser à faire des grands écarts comme ça, ou des grands écarts, je sais pas si, entre la planète et l'univers, et c'est tout l'intérêt de vous avoir ensemble. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Sabrina, cette capacité de résilience, c'est aussi cette capacité que le vivant a à s'adapter. Est-ce que Hélène, Hubert, on retrouve ça dans l'univers au niveau physique et puis au niveau cosmologique, cette capacité d'adaptation? Tu veux commencer, Hélène? Non, vas-y. Bon, d'accord. Alors, moi, je voudrais parler d'un autre aspect de cette histoire qui est relié à ça. C'est l'histoire de l'espèce humaine. L'espèce humaine apparaît il y a environ 3 millions d'années dans un domaine dans lequel ils sont très mal protégés. Ils n'ont pas de grandes dents, ils ne courent pas vite, ils n'ont pas de venin comme les serpents. On aurait pu croire que les êtres humains n'allaient pas pouvoir survivre, mais ils ont un actif fantastique qui est l'intelligence. Donc, ils vont développer des armes. Ces armes-là, ça peut être au départ des arcs, des flèches, et puis avec le temps, comme ils sont très intelligents, ils vont développer des armes de plus en plus puissantes, des fusils, des carabines, des bombes atomiques. Et total, qu'aujourd'hui, nous sommes dans la situation suivante. L'intelligence qui nous a sauvés il y a 3 millions d'années, quand nous n'étions pas armés, aujourd'hui nous menace. Nous sommes d'une très grande puissance. Nous sommes de beaucoup l'espèce la plus puissante sur la planète. Nous faisons des bombes atomiques, nous ravageons notre espace et, total, nous sommes menacés de disparaître par notre intelligence. Prenez un exemple très simple, la guerre froide.
Pendant la guerre froide, on est passé à 2 doigts d'une élimination de l'humanité par les bombes atomiques. On ne sait pas très bien comment on s'en est tiré, mais ce que nous apprenons aujourd'hui, c'est que cette intelligence qui est la nôtre, nous devons arriver à la gérer. Nous devons arriver à vivre avec, nous devons arriver à ne pas nous détruire. Il n'est pas sûr que nous serons encore présents sur la Terre dans 100 ans. Personne ne peut le dire, personne ne connaît l'avenir, mais personne ne dira que nous allons arriver à nous adapter à notre puissance. C'est ça qui est le problème principal aujourd'hui, c'est qu'ayant développé cette intelligence, nous sommes aujourd'hui menacés parce que notre comportement jusqu'ici ne garantit pas que nous allons arriver à éviter 2 grands problèmes. Le premier, c'est la guerre nucléaire. Vous avez vu l'histoire de la Corée du Nord récemment. Le deuxième, c'est la 6e extinction. De sorte que ce qui nous menace aujourd'hui, c'est cela, notre puissance. Et j'assimile ça à un examen de passage. Je fais un compte, un petit compte, qui est comme ceci. Attendez. Il y a à nouveau des voix derrière. Oui, il y a bon. Est-ce qu'on peut arrêter la seconde voix parce que là, je n'arrive plus à parler. Ne soyez pas perturbé, Hubert. Je suis désolé. D'accord. Okay. Donc, on est tout oui. Quel est votre compte, Hubert? Alors, je vais vous faire un petit compte. Nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'exoplanètes, de planètes habitées, de planètes existantes qu'on explore et on essaie de les voir si elles sont habitées. Et on va supposer on va dire ceci, toute planète habitée par quelque chose, une vie qui est semblable à la nôtre, va rencontrer le même problème. Le problème de l'examen de passage, c'est est-ce qu'une planète sur laquelle se développe une espèce intelligente qui, évidemment, développe des armes de plus en plus puissantes, va rencontrer un jour la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire arriver à coexister et ne pas se faire détruire par sa puissance. Je pense que ça, c'est pas seulement un problème local. Je ne sais pas s'il y a d'autres planètes habitées. Je vous le dis tout de suite. Je pense que oui, mais c'est une pure opinion. On n'en sait pas. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'elles sont relativement semblables à nous. Je pense qu'elles auront probablement vécu ce même besoin de manger et de ne pas être mangées, ce qui est le problème de tous les civilisations naissantes, et vont arriver à un moment donné à ce point où nous sommes, et on va savoir ce qui va se passer. Certaines planètes vont vraisemblablement réussir à vaincre leur danger, leur puissance et la menace qu'elles font peser sur elles-mêmes, tandis que d'autres, au contraire, se détruiront. Bon, je fais un compte, bien sûr, mais je crois que c'est un compte qui peut être intéressant pour combiner toute l'histoire, combiner tout ce que nous savons de ce qui s'est passé chez nous, du fait qu'il y a d'autres planètes, du fait que ces autres planètes-là sont peut-être habitées, etc. Donc, c'est un conte, mais c'est un conte, je pense, qui est intéressant pour mettre en évidence ce qui est notre problème, c'est d'arriver à nous habituer à vivre avec notre puissance sans nous éliminer. Oui. Hélène. Si je peux embrayer, c'est que entre Sabrina et Hubert, moi j'ai entendu la même histoire justement qui me semble se résume sous un mot qu'on commence à utiliser et que j'aime beaucoup, c'est la coévolution. Et en particulier la coévolution des plantes et de l'homme, ou la coévolution par exemple des chimpanzés et de leur environnement, ou la coévolution de notre intelligence avec le reste de la planète. Et pendant le festival, le samedi soir, on va faire une soirée avec 6 femmes chercheuses où on va parler à nouveau, l'univers est un tout, la nature est un tout. On aura un glaciologue, on aura une spécialiste de la vie marine, 2 astronomes, une spécialiste de l'Antarctique, une spécialiste du début de l'univers et des galaxies. Et puis, on a aussi Isabelle Goldringer qui va nous parler de la coévolution entre nous et une espèce de plante, en tout cas
toutes les familles de toutes les différentes sortes de blé. Et le fait que avant au moment du néolithique, en fait, on avait une alimentation. Alors je ne sais pas si c'était 300 plantes, mais peut-être. On mangeait énormément de plantes différentes. Et aujourd'hui, de toute façon, il suffit d'aller au supermarché ou sur les marchés. Et en général, on mange en gros une dizaine ou une vingtaine de plantes, toujours les mêmes, poireaux, carottes, pommes de terre, du blé, des choses comme ça. On a perdu beaucoup de savoir-faire même sur faire de la cueillette sauvage pour manger. Et je me disais que cette coévolution, et nous, en fait, avec cette sélection sur notre alimentation, on a fait aussi évoluer les semences et les graines. Et donc, Isabelle nous parlera vraiment de cette coévolution. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure par Sabrina, c'est que c'est toujours de l'adaptation. Et c'est ce que j'ai entendu aussi de la part de Hubert, c'est que on s'adapte soit pour pouvoir manger, soit pour pouvoir se battre, soit pour pouvoir se protéger, s'abriter. Donc notre intelligence en plus se développe et on malmène notre environnement pour faire tout ce qu'on a besoin de faire dans notre environnement. Mais on pourrait, en prenant vraiment conscience, et je pense que aujourd'hui, la plupart des gens ont peut-être pris conscience de cette coévolution de nous et de la planète, de nous et des plantes. Mais est-ce que prendre conscience, c'est vraiment décider de se l'approprier, en fait? Et je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait eu un virus qui, d'un seul coup, demande à tous les humains, on était combien? 2/3 des humains sur la planète de rester à l'intérieur, alors que la nature, elle, n'avait pas besoin de nous. Enfin, on a fait des constatations, quoi. Nous, on rentre, les animaux sortent, et la nature, la planète, c'est pas mal porté là pendant 2 mois. Donc, on voit qu'on a un impact très rapide. Tout le monde, il y a plein d'observations maintenant, puis on va utiliser tout ce qui a été fait là pendant 2-3 mois, toutes les observations qui ont été faites. Je pense qu'on en a pour des années à traiter ça. Mais je pense que Sabrina, moi j'avais vu une vidéo où tu étudiais ce que faisaient les chimpanzés comme rituel en fait dès le matin. Et je trouvais que ça montrait en fait la sélection des plantes ou la façon dont ils utilisaient leur environnement était complètement une évolution avec leurs besoins biologiques. C'est ce que décrivait tout à l'heure un peu Hubert Reeves au début de sa dernière intervention. Sabrina. Alors, moi, il y a deux aspects qui m'ont vraiment intéressée dans ces 2 interventions. Celle d'Hubert d'abord sur le fait que l'homme et son intelligence aient permis de développer des armes et tendent vers sa destruction. Oui, certes, il tend vers sa destruction, mais aussi à celle des autres organismes. Et c'est ça qui est bien inquiétant, parce qu'à la limite, si l'espèce humaine disparaissait, mais que les autres leur survivaient, bah, tant mieux pour la planète, peut-être. Et en tout cas, si l'idée, c'est de pouvoir survivre, il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a des menaces qui sont beaucoup plus insidieuses, comme par exemple, je ne sais pas, la pollution, etc. Et que ça a vraiment un très très fort impact. Et nos travaux, par exemple, sur les chimpanzés, la dernière étude qu'on a faite, montre que dans les poils des chimpanzés, donc qu'on va récupérer dans les nids, puisque les chimpanzés construisent un nid chaque soir, chaque chimpanzé se construit un nid, donc pour pouvoir, puisqu'on ne touche pas ces chimpanzés qui sont complètement sauvages et qu'on garde cette distance pour pouvoir les observer, pour pouvoir récupérer leurs poils, on grimpe dans les nids et dans ces poils de chimpanzés, on retrouve du bisphénol A et du bisphénol S. Donc c'est absolument incroyable de se dire qu'au fin fond de la forêt tropicale, nos activités arrivent jusque dans l'organisme des chimpanzés. Donc ce sont des dérivés des plastiques. Donc malheureusement, c'est pas, enfin certes, c'est l'intelligence de l'humain encore qui a créé toutes ces molécules, etc. Mais malheureusement, les menaces sont vraiment de toutes parts et arrivent jusqu'au plus profond des organismes et de notre planète. Et puis il y avait un autre aspect qui effectivement me passionne aussi, c'est cette
histoire de coévolution et également d'évolution des comportements que les chimpanzés là aussi peuvent traduire. Donc une petite histoire. À l'endroit où on travaille, la forêt tropicale est entourée de champs cultivés et ces champs cultivés sont gardés par les fermiers. Qui donc font des rondes toute la journée pour essayer de protéger leurs champs cultivés des chimpanzés, mais aussi des babouins, des éléphants, etc. Et en fait, en posant des caméras à la lisière, des caméras à déclenchement automatique, on s'est rendu compte que finalement, les chimpanzés venaient en pleine nuit pour manger les cultures des villageois parce que ces rondes étaient faites pendant la journée. Et évidemment, les chimpanzés ne sont absolument pas nocturnes, donc ils ont vraiment adapté leur comportement au comportement des humains. Et quand on a prévenu les fermiers que les chimpanzés pillaient pendant la nuit, ils ont commencé à faire des rondes le soir, puisqu'on les voyait surtout le soir. Et là, les chimpanzés, donc sur un temps court, là cette fois-ci, ont adapté leur comportement et sont venus piller, manger les cultures à l'aube. Donc voilà, c'est une coévolution qu'on voit sur un temps assez court qui dénote aussi l'intelligence des autres espèces animales et qui m'intéresse tout particulièrement. Et enfin, je voulais juste, du coup, pour rebondir sur ce que disait Hélène aussi, vous partager, si c'est possible, si je peux, mon écran. On va essayer. Franchement, la technique est capricieuse avec nous aujourd'hui, donc du moment que tu ne fais pas tout exploser, tu peux essayer. Vas-y, essaye de partager et puis on verra bien. De toute façon. J'essaye, mais je pense que… Ah ben ça marche. Oui. Si, ça marche. C'est bon ? Ouais, c'est génial. Vas-y. Moi, par contre, je ne vois plus. On voit, tu peux parler. Bon, ça y est. Et donc ça, c'était pour vous traduire un peu la diversité culturelle et vous montrer que cette diversité culturelle qu'on connaît chez les humains et qu'on essaye de protéger le plus possible, même si c'est difficile, elle existe aussi chez les animaux. Et c'est pas seulement une culture matérielle comme on l'entend avec des utilisations de baguettes, par exemple, qu'on décrit comme des outils pour aller pêcher des fourmis. C'est aussi une culture qui n'est pas matérielle et qu'on voit dans certains groupes de chimpanzés et pas dans tous. Et donc, par exemple, à gauche, on voit des chimpanzés qui s'épouillent en se donnant la main au-dessus de la tête. Et ça, c'est pas pratiqué par tous les chimpanzés, mais c'est un moyen de pouvoir mutuellement s'épouiller sous les aisselles sans trop se fatiguer. Et quand on va d'Afrique de l'Ouest en Afrique de l'Est, selon les différents groupes, tous les chimpanzés ne le font pas. Et à droite, c'est la danse de la pluie. Donc ça, c'est également une culture qu'on a observée. Tous les chimpanzés ne la font pas et on ne sait pas expliquer l'origine et la signification de ces danses de la pluie. Donc il nous reste, malgré notre intelligence, encore beaucoup de choses à découvrir sur l'intelligence des animaux. Et donc ça, c'est un des chimpanzés qui pratique l'automédication et qui utilise des baies qui sont aussi consommées par les humains en pratique médicale. Donc voilà, c'était pour vous plonger un tout petit peu dans l'univers des chimpanzés et vous partager certaines de ces belles images et de ces beaux moments qu'ils nous offrent. C'est absolument génial de voir ça. Et il y a quand même un mot que j'ai beaucoup entendu depuis le début avec Hubert Reeves, quand il a commencé à parler de cette intelligence qui a été une intelligence qui nous a permis de nous adapter jusqu'à une intelligence qui est en train de devenir destructrice. Et toi aussi, tu parles d'intelligence, Sabrina, chez les animaux. On présente le singe comme étant les grands primates, les chimpanzés, les grands singes comme étant nos plus proches cousins. Mais est-ce qu'on retrouve cette puissance destructrice dans l'intelligence des chimpanzés? Alors, il y a de la violence dans les sociétés chimpanzés, mais il y a aussi de la coopération. Et un exemple que j'aime bien expliquer, c'est que en fait, les chimpanzés vivent selon un système social qui est assez proche du nôtre, qu'on appelle fission-fusion, c'est-à-dire qu'ils vivent en communauté, qui sont des individus qui se connaissent et se tolèrent entre eux sur un même territoire. Mais au cours de la journée, en fait, se forment des petits sous-groupes qui sont labiles et qui changent tout le temps.
un peu comme nous. Donc, quand on se réveille en famille, puis qu'ensuite, quand on est déconfiné, qu'on peut aller boire un café au bistrot, puis ensuite retrouver ses collègues et le soir, peut-être aller faire du sport ou aller au théâtre. Les chimpanzés, c'est pareil. Donc, ils n'ont pas toujours les mêmes compagnons pendant la journée. Et ce qui se passe, c'est quand il y a un conflit, même s'il est très violent, les chimpanzés ne vont jamais se quitter fâchés. Ils vont se réconcilier. Et ça, nous, on le voit objectivement parce que le signe de réconciliation est proche des signes qu'on voit chez les humains. Donc, les chimpanzés se tendent la main, se touchent la main, se réconcilient, ce qui fait que le lendemain ou une semaine ou un mois après, quand ils vont retrouver celui avec lequel ils s'étaient, par exemple, battus ou disputés pour un aliment ou une femelle, le contact va se renouer facilement. Donc, il y a souvent une question qui se pose chez les primatologues et les anthropologues. Est-ce que c'est la violence ou la coopération qui explique notre succès à nous, espèces humaines? En tout cas, chez les chimpanzés, il me semble que la coopération et la collaboration prévaut souvent sur la violence. Il y a quelque chose de très beau dans la réaction. Enfin, moi, je suis comme un gosse quand je vous écoute. J'aurais aimé avoir des profs comme vous à l'école parce que franchement, c'était pas tout le temps aussi passionnant. Mais tout à l'heure, quand tu nous as montré ces photos de chimpanzés d'un seul coup, et je pense que c'est exactement pareil pour tout le monde. De l'autre côté de l'écran, ça a été pareil pour Hubert et pour Hélène. Il y a quelque chose qui est fascinant, surtout sur le regard. Il y avait quelque chose de très fort dans ces photos très proches. Je sais pas si c'est Jean-Michel qui a fait les photos, ton mari Jean-Michel Krief avec qui tu as monté ton association. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'émerveillement. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est émouvant de voir ces images. C'est l'une des clés de la prise de conscience globale, peut-être l'émerveillement. Qu'est-ce que vous en pensez tous les trois? C'est sûr que la science, au départ, ça commence comme ça. On commence à s'intéresser à un sujet quand on est émerveillé et quand on est dépassé et qu'on a envie d'aller plus loin. En tout cas, c'est ce que je rencontre beaucoup autour de moi. Oui, je crois que l'émerveillement, en fait, fait naître la curiosité, et puis la curiosité fait naître après une affection pour la chose qu'on est en train de comprendre, et après on développe carrément une empathie. Moi, j'ai envie de dire, moi, je sais que les galaxies, je les aime. J'ai des sentiments, en fait. On a l'impression que la science, puis souvent on dit la science dure, je sais pas pourquoi on dit ça, mais que les mathématiques, la physique, c'est complètement aride et qu'on n'a aucun sentiment. Moi, il y a des galaxies que je hais parce qu'elles me donnent pas le signal que je veux au radiotélescope ou au télescope. Et puis, il y a des galaxies, je suis, comme on dit au Québec, je suis en amour devant. Et la nuit, j'en rêve, je voudrais me transporter jusque-là. Enfin, je pense que la curiosité, l'émerveillement, c'est quelque chose. Et dans ce que tu dis, Sébastien, c'est peut-être qu'on a aussi beaucoup. Pourquoi cette intelligence, elle est devenue un peu destructrice? Une explication plausible, c'est qu'on s'est beaucoup coupé de la nature, beaucoup coupé de notre environnement, de notre réalité, en fait, de la réalité du cosmos, de la réalité de la planète Terre. Et moi, j'ai jamais vu un chimpanzé. Je ne sais pas s'il faut dire naturel ou sauvage, en tout cas un chimpanzé dans l'environnement normal de la planète, j'en ai jamais vu. Et pourtant, moi, j'aime la nature et je crapahute de partout dès que je peux, mais je pense qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est une question de nombre, moi je me suis beaucoup posé la question, est-ce qu'on est devenu destructeur parce qu'on est trop ou parce qu'on est beaucoup? Mais après, quand je regarde les fourmis, elles sont beaucoup. Effectivement, elles peuvent détruire un endroit, parce qu'elles doivent prendre toute la nourriture qu'il y a autour, et par exemple les criquets peuvent détruire des champs, et puis voilà quoi, ils arrivent, c'est destructeur, et puis oui, ce champ-là pour les criquets c'est mort, il faut qu'ils trouvent un autre champ après. Donc un comportement destructeur envers son environnement, je pense qu'il n'y a pas que nous qui l'avons. Par contre, nous, on peut en être conscient. Et je pense qu'il y a aussi des espèces animales qui en sont conscientes et qui ont des comportements où ils vont pas revenir au même endroit, ils vont attendre assez longtemps que les choses se régénèrent pour revenir. Donc, ah oh là là, cette image-là, je
veux que Sabrina explique cette image parce que ça, c'est quelque chose que... Alors ça, c'est pas quelque chose que je voudrais voir, effectivement, et je sais l'histoire et c'est On est dans la forêt hallucinant. tropicale. Dans la forêt tropicale, ouais. C'est pas moi qui vous passe les photos là. Hein. Ah ouais. Non, c'est la Non, mais réalisation, celle-ci, donc je veux dire, celle avec les bouteilles en plastique, quand on se dit ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y a des substances plastiques qui ont terminé à l'intérieur de la kératine, ou je sais pas si c'est de la kératine, je suis pas végétarien, mais des poils des chimpanzés, ça veut dire que dans l'environnement se trouvent tous ces objets produits par les humains, alors que l'environnement, on le rappelle, c'est la forêt tropicale. C'est un endroit, hormis là où il y a des champs, c'est un endroit qui normalement est encore pur, quoi, pristine voilà. Donc là, c'est une série de photos qui illustre un peu ce qui se passe autour de la forêt où on travaille. Donc, on est dans le parc national de Kibale, dans une forêt d'altitude qui est à 1500-1700 mètres, qui est un hotspot de biodiversité. Il y a 12 espèces de primates, des éléphants, des pangolins, voilà, des insectes par milliers, des oiseaux. C'est vraiment le paradis des ornithologues. Et puis, comme tu le disais, en fait, c'est une espèce d'îlot où l'homme en fait a été exclu de cet îlot forestier et on a décrété que c'était une aire protégée et que l'homme était trop destructeur et donc il fallait sortir l'homme de ce parc national comme un peu partout ailleurs sur la planète pendant le XXe siècle. Et en fait, ça a produit l'effet que autour, tout à la bordure de ce parc, se sont développées les activités humaines de façon quasi industrielle, avec des plantations de thé en monoculture, avec une route du coup bitumée qui traverse le parc national. Et donc le long de cette route, les gens, les véhicules en fait jettent leurs déchets et donc polluent ces 4 kilomètres de route au point que donc, on retrouve ces molécules de plastique dans les poils des chimpanzés. Et puis, on a vu tout à l'heure les champs de thé en monoculture avec les usages de pesticides. Et donc, au sein de la forêt, de cette forêt tropicale absolument extraordinaire, on a des rivières. Et dans ces rivières, à 4 kilomètres des zones où sont pulvérisés le glyphosate et les autres pesticides, on trouve un cocktail de pesticides, jusqu'à une quinzaine de pesticides différents dans l'eau des rivières. Et en fait, ce qui m'a inquiétée, tu disais, j'ai jamais vu de chimpanzé en milieu naturel. Moi, il m'a fallu du temps pour approcher ces chimpanzés de ces bitolis, puisqu'il a fallu 6 ans pour les habituer et pouvoir les approcher. Et puis un jour, on s'est rendu compte dans nos jumelles, en fait, que ces chimpanzés avaient des drôles de visages, avaient des faces aplaties avec des narines mal formées. Puis petit à petit, on a découvert que certaines femelles n'avaient plus de cycle sexuel et on s'est interrogé donc sur les origines de tout cela. Et aujourd'hui, notre hypothèse la plus forte, c'est l'empreinte de l'homme. Donc c'est cette pollution par les pesticides, par les plastiques, qui probablement expose donc les femelles pendant leur gestation et entraîne ces malformations, des perturbations endocriniennes donc chez les fœtus de chimpanzés qui naissent avec des malformations. Donc, ils servent aussi de signaux d'alarme. Et si les chimpanzés ont malheureusement été utilisés en laboratoire parce qu'ils étaient proches de l'homme, même en milieu naturel, en fait, ils peuvent vraiment nous alerter sur les risques pour la santé humaine parce qu'on est vraiment extrêmement proche. Je pense que c'est assez grave qu'il y ait encore des gens qui ne croient pas qu'il y ait des problèmes à cause de tous ces plastiques sur même la reproduction humaine. Et effectivement, il y a des bébés humains qui naissent mal formés. Il y a donc maintenant beaucoup de problèmes sur les organes génitaux qui sont liés à ces plastiques. Et peut-être que le fait qu'on montre qu'une autre espèce subissent les mêmes soucis, peut-être que les humains, enfin, j'ai l'impression qu'on en est, peut-être qu'on est très intelligent, mais pas très éduqué finalement. C'est une question que j'ai envie de poser à Hubéris parce que il a vraiment une longue expérience de ça, c'est-à-dire que
Peut-être que les scientifiques d'ailleurs ne prenaient pas et peut-être ne prennent pas encore assez le temps de vraiment expliquer de façon factuelle et objectivée, c'est-à-dire montrer ce qu'on sait, ce qu'on voit, ce qu'on mesure, qui ne sont pas des modélisations théoriques, mais des vraies observations pour que les gens se rendent vraiment compte que oui, on en est là, notre environnement est pollué, nos eaux que l'on boit, il y a beaucoup de gens qui osent plus boire l'eau du robinet, qui vont boire de l'eau dans des bouteilles en plastique. Je ne sais pas de quoi est fait ce plastique, c'est peut-être pire finalement de boire de l'eau en bouteille en plastique. Enfin, et pourquoi on n'a pas cette éducation et je pense qu'il faut continuer il faut peut-être commencer d'apporter vraiment des preuves factuelles, avoir un langage plus basé sur des observations. Je ne sais pas ce qu'en pense. Plus engagé, pardon de t'interrompre Hélène, mais en plus c'est très pertinent ce que tu dis, parce que Hubert, par son engagement pour la biodiversité, est un des premiers scientifiques à peut-être être sorti de son objectivité, obligation de réserve, de neutralité, je ne sais pas comment appeler ça, mais à un moment donné, c'est un des premiers scientifiques militants qui a vraiment pris la parole pour dire et presque taper du poing sur la table en disant « il y a un problème ». Hubert. Oui, moi je pense que effectivement, il faut dire ceci, on fait appel, on pense que l'être humain est rationnel. L'être humain, il est parfois rationnel, parfois intéressé par le profit. Et il y a une expression québécoise que j'aime bien, qui est sous-jacente à tout cela, ça s'appelle le PFH. Vous savez ce que c'est le PFH? Ça s'appelle le putain de facteur humain. C'est quelque chose qui est présent partout, qui est présent dans l'humanité, avec lequel il faut faire face. Ça n'est pas par des raisonnements, c'est par des appels à un comportement plus moral, on peut dire, où les gens pourront se rendre compte que quand ils favorisent le profit sur la sécurité, le profit sur la santé, ce qu'on a fait dans ce pays en rendant les hôpitaux nécessairement rentables, vous voyez, des bêtises comme ça, c'est un exemple de ce comportement non rationnel, ou en tout cas non moral des êtres humains, c'est le PFH, c'est monnaie. C'est là et il faut s'en rendre compte, il faut essayer de le savoir, il faut espérer. Il y a du bien. J'aime beaucoup une phrase j'oublie son nom, j'excuse, qui dit « il y a des choses bien chez les humains ». Et je pense que c'est vrai. Il y a des choses bien chez les êtres humains, mais il y a aussi des choses qui sont beaucoup moins bien, et c'est avec cela qu'il faut faire affaire. Tout n'est pas dans le raisonnement parce qu'il y a cet intérêt justement pour le profit. Et c'est ça qu'il faut essayer d'améliorer. Est-ce qu'on va réussir? On n'en sait rien. Probablement jusqu'à un certain point, probablement pas. Je ne sais pas. Ça fait partie, encore une fois, de ce putain de facteur humain que chacun connaît parce que chacun en a eu l'expérience dans sa vie, dans les comportements avec les autres. Il y a des choses qui ne sont pas du domaine de la rationalité, mais qui sont du domaine de l'intérêt personnel. Sabrina voulait réagir. Oui, parce que je crois qu'on a bien là nos deux problèmes en fait. C'est que effectivement, pour mobiliser, on a vraiment besoin de cet émerveillement et cette curiosité dont on parlait tout à l'heure. Et en même temps, on a envie de crier et d'alerter sur les dangers. Donc là, on est vraiment au point d'achoppement au niveau de la sensibilisation. Et aujourd'hui, on se rend compte aussi que cette question de l'émerveillement, de pouvoir aller dans la nature, si on a été trop longtemps coupé et qu'on a envie d'y retourner et de pouvoir en profiter, on risque aussi à nouveau d'être destructeur. Donc, c'est vraiment toujours extrêmement compliqué. Voilà, donc je crois que c'est cette question d'équilibre qui aujourd'hui est assez cruciale.
Ce qui est intéressant, et je voulais revenir là-dessus, c'est que, alors Sabrina, toi, tu es vraiment, pour le coup, en contact direct avec ces problèmes liés à la destruction de l'environnement naturel des chimpanzés, qui d'ailleurs font écho également à la destruction globale de la biodiversité, puisque c'est la forêt tropicale. Mais même Hubert, même Hélène, dans vos prises de parole, vous êtes quand même engagés. Je reviens encore à ce terme. Il y a de plus en plus de scientifiques qui ne veulent plus rester dans leur, je reprends ce terme, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, dans leur neutralité, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas écoutés, qu'ils ne sont pas entendus, donc ils veulent aller plus loin. C'est vrai que ça fait quand même des années que les scientifiques alertent. Moi, ce que je peux dire sur ça et ce que je pense qui est important, c'est que on reste quand même. Ce qui est important, c'est de rester crédible. Et moi, je m'amuserai pas à dire des choses sur l'écologie que je n'ai pas compris ou que je n'ai pas étudié, comme on voit certaines personnes le faire. Moi, ce que je peux dire, mon message à moi, et il n'a pas besoin d'être neutre pour porter. Et au contraire, je pense que comme on commençait à dire, plus il y a de la moralité, plus il y a de l'empathie, plus c'est ce qui nous rend humains, plus il y a du sentiment. En fait, et plus le message porte, c'est-à-dire que moi, si je dis que je cartographie l'univers, que je regarde d'autres galaxies, qui peut me dire que non, je fais pas ça? Et si je vous dis que ce que je vois, c'est davantage de similarité que de différence. Et effectivement, tout à l'heure, Hubert Reeves l'a bien dit, a dit, bon, moi, je pense qu'il y a d'autres planètes habitées, je le pense, on va attendre d'avoir des preuves. Mais après, nous, on peut vous dire combien on en a mesuré, on ne sait pas encore exactement, mais combien on pense qu'il y a de galaxies dans l'univers, combien on pense qu'il y a d'étoiles dans chaque galaxie, combien ça fait de planètes, habitables ou pas. Et tout ça, on peut le dire de façon engagée, on n'a pas à être neutre parce qu'on reste dans ce qu'on sait, ce qu'on peut objectiver. Et pourquoi être neutre en disant ouh là là, j'ai pas envie de répondre, est-ce qu'il y a de la vie dans l'univers? Ou enfin, c'est vraiment laisser. En fait, ça laisse la place au flou, au non-dit, et du coup, ça laisse la place à oui, mais ça se trouve, il n'y a pas d'autre vie, il n'y a pas d'autre chose. Enfin, autant dire tout ce qu'on pense. Moi, c'est une démarche très très simple, j'imagine. Sabrina, Hubert, sur cette notion d'engagement. Bon, d'abord, c'est Albert Camus, dont j'ai oublié le nom tout à l'heure. Je m'excuse, c'est Albert Camus. Mais une chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est que les informations parlent surtout des mauvaises nouvelles et très peu des bonnes nouvelles. Or, sur le plan de l'écologie, il y a de très bonnes nouvelles. Il y a des quantités de choses, par exemple, on vient de retirer les baleines à bosse de la liste des animaux menacés d'extinction parce que la commission baleinière a bien fait son travail. Les castors sont revenus en France. Il y a beaucoup d'éléments positifs dans le domaine banquier. Il y a de plus en plus de banques aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, qui ont décidé de retirer les fonds qu'ils avaient déposés dans des compagnies pétrolières ou des compagnies de charbon parce qu'ils se rendent compte qu'il faut arrêter de retirer du pétrole. Il faut laisser le pétrole dans le sol. Autrement, comme le dit très bien le pape, je pense qu'il a raison, c'est criminel. C'est vraiment criminel. Nous savons que si nous allons chercher tout le pétrole, la température peut monter de plusieurs degrés et il va y avoir des quantités de personnes qui vont mourir. Qu'est-ce que c'est? C'est un crime. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, moralement, il faudrait faire tout ce qu'on peut pour arrêter le réchauffement, et même si ça coûte. Et ça, je pense que c'est important de le faire savoir, parce que quand les gens n'entendent que des mauvaises nouvelles, ils dépriment. Et quand ils dépriment, ils perdent leur tonus, ils perdent leur énergie. Ils disent « Oh, ça va mal, c'est pourri, tout est foutu ». Quand on dit « c'est foutu », c'est foutu. C'est quand on arrête de dire c'est foutu et qu'on dit non, il y a un problème, il est grave, il faut le prendre en main. Il n'est pas certain que l'humanité va disparaître. Personne ne connaît l'avenir, mais ça n'est pas certain. Rien n'est jamais complètement au bout, mais il faut redonner du tonus aux gens, et en particulier aux enfants,
qui sont particulièrement troublés par cela, parce que moi j'ai des petits-enfants qui me disent, mais oui, mais moi j'ai 10 ans, à 60 ans, je serai probablement encore en vie, quelle sorte de planète je vais rencontrer? Donc il faut leur dire, c'est incertain, mais il y a des choses positives qui se font et il n'est pas du tout impossible que nous passions l'examen de passage dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est quelque chose qui est en train de se faire et d'abreuver les gens de mauvaises nouvelles, de nouvelles déprimantes, je crois que c'est très mauvais. Mais ça, c'est du bon sens. Et j'ai vu passer un commentaire qui parlait du PFH dont vous parliez tout à l'heure, le putain de facteur humain, qu'il a transformé en précieux facteur humain quand il met l'intelligence du cœur et non la rationalité ou le profit en avant. Voilà, le PFH a aussi un côté positif. Bravo. C'est très bien. Vous pourrez la replacer, celle-là, Hubert. Oui, je la replacerai, je vous le promets. Oui, absolument. Sabrina. Oui, moi, pour répondre à ta première question sur la neutralité et l'engagement, comme Hélène et comme Hubert, je pense vraiment que c'est capital aujourd'hui de motiver, de mobiliser les gens et justement de partager ce qu'on voit. Et qu'en tant que scientifique, chercheur, en particulier d'un organisme public, le Muséum national d'histoire naturelle où je travaille, je pense que c'est complètement mon rôle d'expliquer et de partager ce que je vois. Donc évidemment, on disait qu'on est professeur et qu'on aime partager avec nos étudiants, mais plus largement, il y a vraiment un rôle à jouer auprès du grand public pour replacer aussi la science au cœur de la vie de la société, au cœur de la vie citoyenne. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très important, de prendre conscience effectivement que chercher, c'est douter, c'est se poser des questions, c'est lancer des hypothèses et que c'est notre curiosité qui est en jeu, qu'il reste encore plein de questions à résoudre et que on a besoin d'être tous ensemble et de notre intelligence collective pour répondre à ces questions. Je pense que la crise de la Covid-19 nous l'a bien fait toucher du doigt. On a vécu la science en temps réel et on a eu tendance parfois à critiquer les questions médicales qui ressurgissent et où on a un coup, oui, l'hydroxychloroquine fonctionne, non, ça ne fonctionne pas, etc. Remettre en cause les protocoles. Mais la science, c'est ça. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que on s'interroge et on n'a pas la réponse immédiatement et que il y a aussi là encore une fois une question de temps long et de temps de résolution des questions. Voilà, donc je pense que cet engagement et le fait que les chercheurs et les scientifiques partagent avec les citoyens leur enthousiasme et en particulier leur empathie et leur amour pour leur sujet de recherche, c'est super important. Et puis sur les bonnes nouvelles, puisqu'on a certaines espèces emblématiques, on parlait des baleines tout à l'heure, il y a d'autres bonnes nouvelles. Par exemple, les gorilles de montagne sont les seules sous-espèces de grands singes qui sont en augmentation. Et si elles sont en augmentation, c'est grâce à une activité humaine, c'est grâce à l'écotourisme, parce que l'écotourisme a généré des revenus, a permis aux populations locales qui vivaient autour de pouvoir avoir des emplois, de pouvoir avoir du développement des écoles, des hôpitaux dans la région où vivaient les gorilles. Et donc, il y a des exemples positifs de relations entre les humains et les animaux, même ceux les plus menacés, même ceux où il y avait plus que quelques centaines d'individus, peuvent retrouver un dynamisme. Voilà. Et là, donc, on a une petite image du projet qu'on a en Ouganda, qui en fait a pour objectif de modifier un petit peu la façon dont est conduite l'agriculture avec les populations locales qui sont venues auprès de nous pour demander justement comment faire pour avoir moins d'impact sur l'environnement. Et donc avec les villageois, on a un projet de mettre en place du thé bio, de l'agroforesterie et donc de ensemencer de la diversité biologique
ces produits qui seront mis en place grâce aux communautés locales puissent avoir un label qui permette aussi après aux acheteurs de se rendre compte qu'en achetant ces produits-là, ils bénéficient non seulement à la biodiversité, mais aussi aux villageois qui ont des meilleurs revenus et qui du coup braconnent moins. Voilà, un espèce de cercle vertueux auquel on croit. Ben, je suis content d'apprendre ça, que les gorilles également bénéficient de ces efforts. Ça, c'est génial. On arrive à la fin de cette table ronde déjà, mais il nous reste encore un petit tour de mosaïque. J'aurais voulu montrer les images de l'Aniakea, la modélisation de Hélène Courtois, mais on aura l'occasion de le refaire. Hélène, tu reviendras. Non, c'est pas celle-là. Alors tiens, on profite rapidement. Il nous reste, voilà. Super. Merci beaucoup à Nicolas Salé qui est à la réalisation. Ça, c'est extraordinaire, Hélène. C'est ce que tu as découvert en 2014. Raconte-nous. C'est là où on habite. Donc, en fait, nous, on habite en bas, vers le centre, là. Et c'est une modélisation. Enfin, toutes c'est des sortes de trajectoires de galaxies. Puis les petits points, là, c'est une illustration. Les petits points, ça résume un peu les mouvements que l'on pense pouvoir faire des galaxies sur un temps d'univers. Et donc, tout ce qui est colorisé en orange, c'est des fausses couleurs, c'est notre continent de galaxies, l'Aniakea. Puis tout ce qui est en bleu autour, ce sont les autres continents autour. Ça, c'est la cartographie de 2014. Depuis, en 2020, on a à peu près doublé en taille et donc multiplié par 8 en volume la cartographie. Et nos voisins de l'Aniakea, c'est Persée-Poisson, Coma, la chevelure de Bérénice, Chapelet, qu'on commence à cartographier. Donc, d'ailleurs, donc dans cette cartographie de l'univers, on a utilisé un système dont Sabrina a parlé rapidement, c'est la science citoyenne. Enfin, rapprocher les citoyens de la science, c'est pas seulement professer. C'est-à-dire que moi, je peux donner tout mon savoir comme ça, à sens unique, ça m'intéresse pas vraiment. Et faire des classes inversées où c'est les étudiants qui me posent des questions, c'est déjà un petit peu plus intéressant, mais il faut qu'ils aient d'abord digéré un petit peu de contenu que je leur ai donné pour qu'on soit bien dans le sujet. Mais il y a quelque chose d'assez nouveau. Alors, en astronomie extragalactique, c'était très, très nouveau, mais j'ai utilisé l'intelligence de citoyens qui sont venus avec moi dans mon projet où ils m'aidaient à mesurer l'inclinaison sur le ciel de galaxies. Et en fait, comme ça, ils s'approprient vraiment le savoir et la compréhension, en fait. Et je pense que travailler sciences et citoyens, ça marche mieux que faire... et c'est très engagé parce que là, on est au contact et avec certains groupes, mais qui après peuvent répercuter le savoir dans la société. Et puis aussi... ce que je voulais dire, c'était dans les bonnes nouvelles. Alors, je suis complètement d'accord. Donc, moi, j'écoute quasiment jamais les infos et j'ai du mal à regarder le journal télévisé. C'est un message à tous les présentateurs de journal télévisé. Si vous continuez de nous dire que des choses qui vont mal. Et d'ailleurs, même les producteurs de cinéma, je vous hais s'il y a des viols, des meurtres, des armes à feu. Je ne vais pas voir les films qui contiennent ça. Et je ne lis pas non plus les livres qui sont basés sur les viols, les meurtres, les armes à feu. Que les choses soient Parce claires. qu'il y en a marre. Donc, on veut des road movies, on veut des feel-good livres, on veut des choses positives. On veut de l'amour, il y en a marre de la haine. Et en particulier, il y en a marre des soi-disant lanceurs d'alerte qui sont tout le temps en train de cracher du venin et ça sert à rien. En plus, il n'y a ni compréhension ni persuasion quand on fait ça. Donc, on veut de l'amour, on ne veut plus de haine. Et par exemple, quelque chose que les gens ne savent pas et que tu as dit là, c'est que souvent les scientifiques protègent leur environnement de travail ou protègent et ont très peu d'impact négatif sur l'environnement. Et en astronomie, je voudrais citer l'exemple du Mauna Kea, de cette montagne, ça veut dire le Mont Blanc en hawaïen, à Hawaï, sur la grande île d'Hawaï. Remets les images, Nicolas, s'il te plaît. Alors, avant que les astronomes ne viennent poser des télescopes en haut des montagnes, en fait, c'était pas un parc régional, c'était pas un parc qui était sécurisé avec des rangers. Et à partir du moment, et pourtant, c'était une montagne sacrée pour les anciens Hawaïens.
À partir du moment où les astronomes sont arrivés et on dit, bah voilà, sur un très peu d'emprise au sol, sur 10 mètres par 10 mètres, je vais poser un télescope. Tous les déchets que je monte en haut, je les redescends. Je n'utilise que de l'eau. Je vais monter l'électricité, mais en consommer le moins possible. Eh bien, en fait, on a maîtrisé, et les Hawaïens propriétaires traditionnels de ces montagnes ont complètement maîtrisé les gens qui montaient et qui peuvent pas laisser des bouteilles en plastique en haut, parce que pour eux, le sommet est sacré. Et d'ailleurs, tous les télescopes ne sont pas au vrai sommet physique de la montagne, mais sont en dessous, juste en dessous, pour que quand même on puisse profiter de cette haute altitude qui nous aide dans nos observations, mais sans maltraiter ces montagnes. Et moi, j'ai vu des plantes sur ces montagnes d'Hawaï qui sont des milieux arides, mais ça ne veut pas dire sans vie, qui sont complètement protégées. Ça s'appelle les épées d'argent, des magnifiques plantes, et que l'on trouve là, et on en trouve encore, et beaucoup, parce que maintenant, la science a amené aussi un petit peu d'argent à la communauté locale qui a pu créer ce système de rangers, ce système de parc national. Et c'est des choses qu'on n'entend pas. Alors, par exemple, si vous cherchez maintenant sur Google, vous tapez Mauna Kea astronome, vous allez voir que des histoires négatives. Je vous le promets. 99,9%, vous allez trouver les astronomes veulent encore mettre un nouveau télescope, alors qu'en fait, pour changer, rénover un télescope, on va tout enlever l'ancien télescope, on va faire ça super proprement. En plus, les communautés locales vont avoir des bourses d'éducation parce que c'est aux États-Unis, vous savez que l'éducation coûte cher aux États-Unis, alors que en France, heureusement, on a droit à une éducation sans devoir se ruiner comme aux États-Unis. Il y a des bourses offertes aux Hawaïens et c'est eux qui décident il y a tellement de choses positives, mais j'en ai marre d'entendre tout négatif. Ça, on a bien compris. Allez, il nous reste 2 minutes pour conclure parce que vous imaginez bien que sur 30 heures, si chacun prend 5 minutes de retard, on finit lundi matin. Donc, malheureusement, on n'aura pas le temps de dire tout ce qu'on a eu envie de dire. On va faire le chemin inverse. Est-ce que tu veux dire en 1 minute une petite chose pour conclure cette table ronde sur Nous sommes la nature? Hélène, ensuite je donnerai la parole à Sabrina et puis nous conclurons avec Hubert. Ma dernière phrase, je vais poser une question, un devoir à tout le monde. Okay. Est-ce que vous pensez que sans plantes, nous pouvons vivre? Voilà. Ok, super. On verra quelles sont les réponses apportées sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Facebook. Est-ce que vous pensez que sans plantes, on peut vivre? Pas mal. Sabrina? Oui, moi je ne demande pas une réponse à la question. Hein, envie sans plante et je trouvais le titre de cette table ronde vraiment inspirant et j'espère que c'est quelque chose que l'on pourra partager, qu'effectivement nous sommes la nature et nous avons un engagement par rapport à cette nature de pouvoir la faire perdurer. Voilà. Et donc j'espère que ces 30 heures de la biodiversité qui sont déjà un peu entamées vont pouvoir donner encore plus d'énergie à ceux qui nous écoutent pour pouvoir rendre ce message encore plus fort. Merci beaucoup Sabrina. Hubert Reeves, le mot de la fin pour vous. Oui, je voudrais dire quelque chose de très présent. On sait qu'à la fin de la guerre, en France, on a instauré le vote des femmes et la sécurité sociale. Ce qui rappelle que quand il y a des grands chamboulements, peuvent arriver des changements majeurs de structure économique et locale. Donc nous sommes, grâce, si on peut dire, à ce coronavirus, dans une de ces périodes de chamboulement, et on peut espérer qu'on va en profiter pour faire des changements majeurs dans l'économie, qu'on ne va pas faire passer l'économie devant la santé, etc., devant la science, devant l'éducation. C'est mon espoir. C'est une occasion formidable que nous avons pour remettre les choses à leur place et j'espère qu'on ne va pas se retrouver à nouveau comme avant dans les problèmes qu'on avait. Ça, c'est mon rêve. Hélène Courtois, Sabrina Krief,
Hubert Reeves, ça a été un plaisir de vous écouter. On pourrait continuer cette table ronde encore des heures. On va continuer tout à l'heure à 22 heures à évoquer des choses qui ont commencé d'être évoquées par Sabrina Krief. D'ailleurs, Sabrina, tu as une question à poser à François Sarano qu'on a enregistré. Donc, on te retrouvera tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlera de société de communication animale et ça va être vraiment passionnant. Dans pas longtemps, là, dans une petite vingtaine de minutes, on va retrouver Gunther Pauli, Idriss Aberkan. Et là, pour le coup, on va parler d'économie bleue. Et puis, on sera dans les océans avec Fred Buil, avec Alexander Collet, entre 21h et 22h. Merci infiniment d'avoir ouvert ce tour du monde, ce Gaia World Tour. C'était un plaisir, un bonheur de vous écouter. Et d'ailleurs, tous les commentaires qu'on a eus sur les réseaux sociaux en attestent. Vous avez été extrêmement inspirants. Et on remercie Fanny Didou, donc, qui a résumé cette table ronde par ce magnifique dessin. Et d'ailleurs, demain soir, on finira à 23h30 avec un retour sur l'ensemble des dessins de toutes les tables rondes. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à toi, Sébastien. Merci à vous tous. Merci à vous tous et puis bravo pour cette superbe initiative. Et ça ne fait que commencer. Il y a encore 28 heures à dérouler. Donc vous allez voir, il y a encore beaucoup de choses. C'était formidable de vous avoir. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Je me permets de vous embrasser, Hubert. Ah bah oui. Merci. Oui, moi aussi. Moi aussi. À bientôt. À bientôt.